Cette vidéo est en partenariat avec Art Kundai, il y aura plus d'informations en fin de vidéo. Bon, il faut quand même qu'on parle de ce que nous a pondu Ledger cette semaine, parce que c'est pas aussi anodin que ça en a l'air, mais pas pour les raisons que tu crois. On va resituer les choses dans son contexte. Il y a quelques jours, Ledger a annoncé un nouveau produit. Ce produit, il s'appelle Ledger Recover. L'idée là derrière, c'est que certaines personnes n'ont pas envie de gérer leurs clés privées et surtout n'ont pas envie de se retrouver privés de leurs fonds s'ils la perdent. Alors l'équipe de Ledger s'est dit, écoute, c'est peut-être un problème sur lequel on peut bosser. Et ils ont donc prévu de sortir une solution qui s'appelle Ledger Recover. Concrètement, voilà comment ça fonctionne. Il faut commencer par faire la dernière mise à jour qui est disponible sur la clé Ledger. Ensuite, c'est une option qu'il faut sélectionner, c'est-à-dire que c'est pas par défaut t'es forcé de le faire, c'est vraiment un truc pour les personnes qui souhaitent le faire. Alors qu'est-ce qui se passe pour les personnes qui veulent le faire? Dans un premier temps, il y a un KYC à réaliser. Ce sera pas directement chez Ledger, mais chez un partenaire qui s'appelle Onfido. Il faudra ensuite valider ça avec une signature sur ton Ledger et il faudra payer un abonnement de 10 $ par mois. Et oui, parce que c'est pas gratuit de donner tes clés privées comme ça à n'importe qui. Évidemment. Admettons que tu as fait ces étapes-là, voilà ce qui se passe. Ta clé privée va être splittée en 3 parties différentes qu'on va appeler des shards. Ces 3 shards vont être chacune encryptées 2 fois, et chacune des shards est envoyée à un partenaire de Ledger. Et on a les noms des entreprises, du coup il y a Ledger lui-même, il y a Coincover et Escrowtech. Ensuite, si tu as besoin de faire appel à ce service, voilà comment ça marche. Dans un premier temps, il te faudra une clé Ledger, donc si tu l'as perdue, faudra en racheter une du coup. Ensuite, il faudra venir passer par le Ledger Live, du coup l'application que tu as par défaut sur chaque clé, et à partir de là, il faudra réaliser à nouveau un KYC, pour vérifier qu'effectivement la personne qui redemande sa clé privée, c'est bien la même personne que celle qui l'a fournie. Voilà donc pour le fonctionnement de cette fonctionnalité. Alors j'ai vu beaucoup de personnes déjà parler de la fonctionnalité en elle-même et critiquer, expliquer, etc. que pour pas mal de personnes, c'était pas une bonne idée de venir faire ça. Ce qu'il faut comprendre là-dessus, c'est déjà que toi, si tu regardes cette vidéo et que tu suis ma chaîne, t'es très probablement pas la cible de ce genre de produit. Parce que tu sais très probablement comment sécuriser ta propre seed phrase, parce que tu sais comment ça fonctionne la DeFi, parce que t'es déjà plus ou moins un utilisateur avancé. La cible de Ledger sur ces produits-là, ça va être les personnes qui utilisent encore majoritairement les échanges centralisés et qui voudraient peut-être s'essayer à la DeFi, mais qui n'ont pas envie de gérer leur seed phrase ou alors qui ont tout simplement peur de la perdre. C'est vraiment eux le cœur de cible. Donc non, c'est ni toi ni moi qui sont ciblés par ce genre d'offre. Par contre, la véritable problématique qui se cache là derrière, c'est qu'à la place de venir sortir une nouvelle clé Ledger qui est dédiée totalement à ça, ils implémentent ça sur une clé qui existe déjà et que pas mal de personnes utilisent déjà. Du coup, c'est sur la Nano X. Ils vont implanter ça grâce à une mise à jour du logiciel. Là où ça fait vraiment mal, c'est que jusqu'à présent, l'argument commercial de Ledger, c'était toujours de dire la clé privée de ton Ledger ne quitte jamais ton Ledger et même si on voulait le faire, ce serait impossible. Sauf que là, avec la description du Ledger Recover qu'on vient de voir, la clé privée, elle quitte quand même ton Ledger. Donc leur argument de dire que c'est impossible, que ça marche pas, il est totalement faux. Donc on peut légitimement se poser la question des risques associés à ce changement, qui a priori n'est même pas directement un changement, mais plutôt une fonctionnalité qui était là depuis le début sans être annoncée. Parce qu'il faut le savoir, le code qui tourne sur ton Ledger, on ne le connaît pas. C'est-à-dire que c'est une boîte noire et il n'y a que Ledger qui sait ce qui se passe réellement. Donc on est obligé de faire confiance à Ledger quand il nous explique un truc. Et là aussi, je vais reprendre le SWOT de Hawk qui explique ça très bien. Eux voient du coup 4 risques principaux. Le premier, c'est le phishing. Sachant qu'il y a une nouvelle feature, tu peux quasiment être sûr qu'il y aura des petits malins qui vont envoyer des mails pour essayer de récolter les passe-phrases afin de passer par là. D'autant plus que les mails d'une partie de la communauté qui a acheté une Ledger, ils sont publics. Parce que je le rappelle, en 2020, il y a eu une fuite de la base de données de Ledger. On a déjà vu mieux d'un point de vue sécurité. Alors autant te dire qu'il faudra se méfier des mails et pourquoi pas même des courriers que tu pourrais recevoir. Le deuxième point qu'ils mettent en avant, c'est le risque de contrepartie, ou tout simplement le risque qui est lié au tiers auquel tu vas faire confiance. Car oui, ce qu'il faut comprendre si tu fais appel à Ledger Recover, c'est qu'à la place de dire oui, je me fais confiance et oui, c'est moi qui gère ma propre sécurité, tu vas finalement déléguer une part de cette sécurité directement à 3 entreprises tierces. Et là, au final, il peut se passer plein de choses. Entre différents hacks ou fuites de données qui peuvent arriver, oui, il y a un risque supplémentaire. Tout simplement car ces données ont beaucoup de valeur et qu'il y aura donc un risque d'attaque accru sur ces entreprises. On additionne également le risque d'intervention gouvernementale, parce que jusqu'alors, on pensait que c'était totalement impossible et que si même Ledger avait un fusil sur la tempe, ils étaient incapables de donner les passe-phrases des utilisateurs. Là aujourd'hui, la question se pose. Et très clairement, si un gouvernement leur demande des informations sur des clients, ils seraient probablement en mesure de les donner. Pour le coup, j'ai pas d'exemple en tête. Je sais qu'en théorie, ça peut se faire, mais par contre, d'un point de vue pratique, est-ce qu'un gouvernement a déjà utilisé ça? Je ne sais pas. On peut également rajouter un autre risque, et ça, c'est du point de vue du KYC. Car bon, on est quand même en 2023. Car si quelqu'un arrive à se faire passer pour toi, et c'est très probablement plus facile qu'on se l'imagine, surtout avec l'évolution de l'intelligence artificielle et les trucs complètement aberrants qu'on arrive à faire avec, ça soulève des questions en plus. Alors oui, avec tout ça, c'est rien d'étonnant que les gens commencent à jaser sur Twitter et à paniquer. Concrètement, ce qu'il faut garder en tête, c'est que cette mise à jour-là, elle est optionnelle. Et pour te dire, d'ailleurs, la majorité des mises à jour logicielles que tu peux avoir sur un Ledger, un Trezor ou n'importe quelle autre marque de hardware wallet, par exemple, si tu l'utilises à pairer un Rabbi ou un Metamask, tu n'auras pas de souci. Car très souvent, ces mises à jour-là, elles vont toucher aux applications par défaut. Du coup, Ledger Live ou l'équivalent sur Trezor. Donc elles sont totalement optionnelles pour les personnes
personnes qui utilisent leur hardware wallet de cette façon-là. Ensuite, à garder en tête que c'est pas nouveau que Ledger soit une boîte noire et qu'on ne sache pas exactement ce qui se passe derrière. Là où effectivement on peut se sentir en sécurité si on fait confiance à la boîte qui est derrière, eh bien le problème c'est justement cette notion de confiance. On ne sait pas exactement qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui fait tourner un Ledger. Alors oui, c'est à double tranchant. Si tu veux une autre alternative, t'as par exemple le Trésor. Et le code qui tourne sur ton Trésor, il est totalement open source. Sachant que ça fait quand même pas mal de temps que ces compagnies existent et qu'elles n'ont pas rencontré de soucis majeurs, en tout cas d'un point de vue sécurité de la clé privée, et ben ces révélations-là ne me posent pas plus de problèmes que ça. Donc si tu te poses la question, non, ça ne me paraît pas choquant de continuer à utiliser un Ledger. Maintenant, si tu ne fais absolument plus confiance à Ledger suite à ces révélations, qui d'ailleurs n'en sont pas vraiment parce que c'est des choses qui étaient connues, en tout cas par les personnes qui étaient vraiment à fond dans la sécurité jusqu'à présent, et ben tu peux regarder pour l'alternative du coup pour un Trésor. Et c'est d'ailleurs ce que recommande la personne à laquelle je fais le plus confiance d'un point de vue sécurité. Et je vais évidemment te mettre plusieurs souhaits que j'ai trouvé particulièrement intéressants dans la description, histoire que tu puisses te faire ta propre idée là-dessus. Car oui, spoiler alert, je suis pas du tout spécialiste en cybersécurité. Parlons maintenant du partenaire du jour, Art Kundai. Il s'agit d'une maison de production d'art 3.0. Leur objectif est de rendre l'art plus accessible à travers la blockchain, que ce soit via des NFT, des DAO ou encore directement leurs tokens. Les projets artistiques sont physiques ou numériques, mais dans certains cas, ça peut également être les deux. Au niveau des œuvres qui ont déjà été produites, on peut compter des sculptures, des peintures ou encore des installations artistiques. Pour la version numérique, on peut évidemment faire le rapport avec les NFT, et ici ils sont utilisés pour garantir le suivi et la propriété de la personne qui va venir acheter la pièce. Concrètement, à travers leur plateforme, ils mettent en relation des collectionneurs, des amateurs d'art et également des artistes. Grâce à tout ce beau monde, ils organisent des expositions, que ce soit pour de l'art physique ou digital, en personne. Ça permet aux artistes d'obtenir des financements pour leurs projets et ce en gardant le contrôle sur leur travail, et ça donne accès à des expositions pour les membres de l'écosystème ainsi que les collectionneurs, ce qui est très cool car ça permet un contact direct avec les artistes. Alors dit comme ça a l'air quand même plutôt abstrait, mais en réalité ils ont déjà plusieurs réalisations à leur actif. En 2022, ils ont accueilli une grande exposition internationale à River City, du coup à Bangkok, et ils ont organisé la vente de différentes œuvres d'art par des artistes reconnus à cette occasion. En 2022, ils ont également organisé une expédition sur le mont Everest, dans l'objectif de sensibiliser aux problèmes environnementaux. C'est d'ailleurs leur CEO qui a porté leur drapeau. On notera également le background varié des différentes personnes qui composent la team, ce qui me semble nécessaire sur ce genre de projet qui demande vraiment d'avoir des compétences un petit peu partout. Art Kundai, c'est également un token. Ils ont réalisé une ICO et ont levé 700 000 $, ainsi qu'une IEO sur Bitforex qui a levé plus de 90 000 $, ce qui représente plus que leur objectif initial. Grâce à ça, ils ont pu donner vie à 15 projets artistiques. Leur token, du coup, le DAI, est disponible sur la Binance Smart Chain, et c'est un token utilitaire qui permet de faire partie de leur écosystème. Et le DAI a été listé sur Bitforex le 16 mai dernier. C'est donc là-bas qu'il faut se diriger si tu souhaites participer. Si tu souhaites aller plus loin, je te mets tous les liens utiles en description, notamment leur Twitter, leur Telegram et leur site web. Comme d'habitude, avant d'investir dans quoi que ce soit, je t'invite à réaliser tes propres recherches en amont. Merci à toi de ton attention sur cette vidéo, et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao!